La réalité, et c'est là où on touche au fond des choses, c'est que nous sommes au fond dans une idéologie. Car la croissance, avant d'être une donnée économique, c'est une idéologie. Il faut se souvenir que pendant des siècles et des millénaires, l'humanité ne s'est pas particulièrement souciée de croissance. Elle voulait améliorer les choses à la marge, se développer doucement et à son rythme, etc. Mais il n'y avait pas cette fébrilité impulsive d'une sorte de fuite en avant vers toujours plus de croissance. Or, aujourd'hui, on voit bien que tous les décideurs, qu'il s'agisse des médias, mais surtout des hommes politiques, la croissance, c'est pour eux la panacée, la clé de tous les problèmes. Donc, la croissance baisse, c'est une horreur absolue. Il faut faire revenir la croissance, regonfler la croissance, décrocher la croissance. Je crois que Sarkozy disait même, je vais décrocher la croissance avec les dents, n'est-ce pas? Oui. Bon, formidable. Non. Alors, qu'est-ce que c'est la croissance? La croissance, c'est que le volume des activités économiques soit toujours plus important. Qu'il y ait toujours plus d'échanges, toujours plus de marchés, toujours plus de profits, et on comprend bien la raison pour laquelle la croissance rentre dans l'horizon naturel du capitalisme libéral ou du libéralisme tout court. Le progrès est assimilé à la croissance. J'ajoute, mais on y reviendra peut-être, que cela traverse complètement les familles politiques. On y reviendra, oui. Puisqu'il y a eu des productivistes de droite et de gauche. En tout cas, la croissance, c'est cela. Et pour mesurer la croissance, on a un instrument formidable qui s'appelle le PIB. Quand on gagne des points de PIB, ça veut dire que la croissance augmente. Or, la critique du PIB a été faite de longue date. Je rappelle les grandes lignes dans mon livre. Le premier point, c'est que le PIB comptabilise les activités économiques, quelles qu'elles soient. Il comptabilise comme positive une activité économique qui va résulter d'une catastrophe, par exemple. La grande tempête de 89 a augmenté la croissance d'1,2 point. Une épidémie, un tremblement de terre, tout ça va susciter une activité économique. Donc, les gens qui pensent que le PIB mesure le bien-être, déjà, font une très grosse erreur sur ce point. La seconde chose qu'il faut prendre en considération, c'est que la richesse identifiée par le PIB n'est pas une richesse nette dans la mesure où les calculs ne tiennent pas compte de la dégradation des ressources naturelles, des coûts marginaux, etc. Alors, donc, cette croissance, tous azimuts, cette activité économique entraîne des dégâts. Alors, ces dégâts, il y en a deux principalement. C'est, je laisse de côté les dérèglements climatiques parce que c'est un peu compliqué. On se focalise, à mon avis, un peu trop là-dessus, mais on y reviendra si vous voulez. C'est d'abord les pollutions de toutes sortes, qui sont des pollutions dont il faut bien voir qu'elles ne sont pas extérieures à l'homme. Quand on dit que les sols, les forêts, les nappes phréatiques, tous les océans, toutes ces choses-là sont polluées, ça veut dire que ça va passer à l'homme. Parce que l'homme intervient dans la chaîne alimentaire et on ne peut pas empoisonner la demeure humaine, si l'on peut dire, sans que l'homme le soit lui-même. Et c'est la raison pour laquelle on voit maintenant déjà l'espérance de vie qui a commencé, semble-t-il, à diminuer, la question des perturbateurs endocriniens, et je ne rouvrirai pas ici le dossier énorme des hormones de croissance, des OGM et de toutes ces choses dont on bourre les produits alimentaires aujourd'hui. Donc, pollution, et d'autre part, il y a la question très grave de l'épuisement des ressources naturelles. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 4/5 de nos ressources énergétiques proviennent des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, et que malgré tout ce qu'on nous promet de mirobolant avec les
euh, les énergies dites renouvelables, c'est-à-dire les panneaux solaires, les éoliennes dont on parle beaucoup, ça ne remplace pas. C'est-à-dire que ça remplace quelques pourcents. C'est pas une mauvaise chose, bien entendu, mais ceux qui pensent qu'on va remplacer tout ça en couvrant l'intégralité du territoire national avec des éoliennes partout, sont tout à fait à compter de la plaque. Or, c'est là où, évidemment, on découvre l'erreur qui avait été faite dans le passé par nos ancêtres, bon, qui avaient quelques excuses peut-être, qui était de croire que les ressources naturelles sont à la fois inépuisables et gratuites. Et cette idée que c'est inépuisable et gratuite, qu'il n'y a jamais que le coût de stockage, de transport et de distribution, reste encore aujourd'hui dans les esprits de beaucoup de gens. Alors, les ressources naturelles ne sont pas gratuites, mais le coût d'extraction, plus ça se raréfie, est de plus en plus élevé. Et d'autre part, elles ne sont pas inépuisables. Alors évidemment, ça c'est une question sur laquelle il y a des querelles entre ceux qui disent non, mais écoutez, il y a des réserves qu'on ne connaît pas. Il y a des réserves qu'on ne connaît pas et par conséquent, il faut pas s'en soucier parce que quand les réserves connues vont s'épuiser, on va en découvrir d'autres. Bon, c'est un acte de foi. D'autre part, il est évident que même si c'est vrai, encore qu'on trouve quand même plus tellement de réserves nouvelles depuis 40 ans, même si c'est vrai, ces nouvelles réserves s'épuiseront à leur tour. Pourquoi ? Parce qu'on est devant des quantités finies. Et on ne peut pas faire une consommation infinie d'un produit qui existe en quantité finie, ce qui devrait tomber sous le sens. Et je dirais que c'est ça, au fond, le grand principe de la théorie de la décroissance, c'est que on ne peut pas avoir une croissance matérielle infinie dans un espace fini. Comme la Terre est un espace fini, vous ne pouvez pas avoir un développement infini. Il y a tout le discours également autour de l'innovation, c'est-à-dire un certain nombre de projets sont déjà en cours. Je pense par exemple à ces projets de construction de routes, de revêtement de routes qui permettraient simplement par le passage des véhicules et le contact avec les pneus d'alimenter un certain nombre de processus énergétiques de manière à contribuer à la puissance énergétique précisément. Oui, alors, donc cette innovation-là, c'est aussi une réalité. C'est une réalité et les innovations, l'homme est un être créatif et inventif et il faut souhaiter qu'il y ait des innovations. Simplement, pour autant, et par rapport à ce que l'on sait, d'abord il est très tard, la situation est quand même très très avancée et d'autre part ces innovations jouent un peu à la marge. On a donné l'exemple par exemple des voitures électriques. Oui. Lorsque j'ai écrit la première édition de mon livre, on parlait pas beaucoup de la voiture électrique, c'était quelque chose d'assez lointain. Et puis depuis, c'est devenu une réalité. C'est pas encore très développé, mais on dit bah voilà, c'est la solution. Les voitures ne vont plus être alimentées au pétrole. Par conséquent, elles ne vont plus rejeter de gaz carbonique dans l'atmosphère. On va utiliser les voitures électriques. Mais en réalité, les voitures électriques, d'abord, incontestablement, elles polluent moins que les automobiles thermiques, mais elles polluent quand même, au moment de leur fabrication notamment, de l'installation des batteries, de l'usure des pneus sur la route, du recyclage comme déchets. On s'aperçoit que cette pollution n'est pas nulle. Et puis, il y a quelque chose que les écologistes connaissent bien, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'effet rebond ? C'est-à-dire qu'on peut diminuer à l'unité la capacité de pollution de tel ou tel engin, si vous voulez, mais que si, par ailleurs, on augmente la production en nombre de ces engins, le second effet annule en quelque sorte l'autre. Pour le dire de manière simple et un peu brutale, 10 voitures qui polluent beaucoup polluent moins que 1 million de voitures qui polluent peu. Or, évidemment, on est, parce que c'est toujours nécessaire à la croissance, c'est toujours la même justification, vous ne cessez de voir des publicités pour qu'on vende de plus en plus de voitures, avec ce côté en même temps un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on veut toujours vendre plus de voitures parce que ça contribue à la croissance au moment même où on fait tout, notamment dans les grandes villes, pour en décourager l'usage.
Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. J'ajoute encore à propos des voitures électriques que les voitures électriques fonctionnent à l'heure actuelle avec des métaux rares qui sont le lithium ou le cobalt, et que les réserves que l'on connaît de lithium et de cobalt ne suffiraient pas dans le monde entier à alimenter le parc automobile mondial tel qu'il existe aujourd'hui. D'accord. À un moment, on se heurte à des contradictions qui sont tellement fortes qu'on peut plus éviter le mur. On sait par exemple que si toute la population de la Terre consommait autant que les Américains et les Californiens en particulier, on aurait besoin de 7 ou 8 planètes supplémentaires. C'est juste une image frappante pour les esprits, mais qui dit bien ce qu'il en est. Donc, c'est le principe même d'ailleurs du crédit. On consomme ce qu'on n'a pas, en se disant on paiera plus tard. Nos descendants paieront, et puis bon, on va voir évidemment les résultats. Sur le plan philosophique, il y a un grand tournant avec Descartes. Descartes radicalise la distinction du sujet et de l'objet. Il les perçoit de même qu'il radicalise la distinction du corps et de l'esprit. Il n'en voit plus deux aspects d'un même ensemble, mais deux choses tout à fait indépendantes. Et il enjoint à l'homme, ou du moins il proclame la légitimité de l'acte par lequel l'homme se rend, selon sa formule, maître souverain, souverain possesseur de la nature. Ce qui veut dire très clairement que l'homme est posé en sujet, et le monde, la nature, est posé en objet. Et cet objet est à disposition de l'homme. Il est là pour être exploité, dominé, instrumentalisé dans une perception purement utilitaire. Mécanique, mathématique. Tout à fait mécaniste et mathématique, ce qui va coïncider avec l'époque évidemment de Newton, Galilée, etc. Le monde, qu'on appelait autrefois le cosmos, va se vider de sa sacralité intrinsèque. Il n'est plus quelque chose que l'on doit regarder avec respect, contempler et avec respect et amitié, mais c'est au fond un réservoir. D'où l'idée de ressources naturelles qu'on va exploiter à mort pendant très longtemps. Les traditions religieuses, normalement, ont été les premières. Vous prenez l'hindouisme, vous prenez le bouddhisme, vous prenez le bouddhisme qui n'est pas d'ailleurs une religion, mais vous prenez le taoïsme, vous prenez tout l'animisme africain, vous prenez le judaïsme, vous prenez le christianisme, et vous verrez que le rapport dans ces traditions les plus profondes, le rapport à la nature, il est sain et il est bon. Je dirais même d'ailleurs qu'on juge la qualité d'une tradition religieuse à ce qu'elle dit sur le rapport de l'homme à la nature. Et la manière à la fois, elle ne l'enfouit pas à être simplement un élément de la nature et à se résoudre à n'être que ça, et en même temps, elle le prévient de l'hubris qui considérerait que la nature n'est qu'une espèce de chose dont l'homme peut se servir selon ses désirs et ses projets. Il y a quelque chose qui est important, qu'il faut méditer. La politique, ça sert aussi de temps en temps à élever un petit peu l'esprit des gens et à les faire réfléchir aux choses. Le monde occidental, en fait, considère que la Terre appartient aux hommes. Et qu'on a le droit de l'acheter, de la céder, de la vendre, de la mortifier, de la construire, de la racler, de modifier les paysages, etc. C'est une espèce de volonté démiurgique de l'homme de maîtriser la nature. Et puis, à l'autre bout, vous avez cette conception aborigène qui est le contraire. Les aborigènes considèrent que c'est pas la nature qui appartient aux hommes, mais que c'est les hommes qui appartiennent à la nature. Les aborigènes considèrent que la Terre n'est pas cessible, qu'elle n'appartient pas aux hommes, que ce sont les hommes qui appartiennent à la Terre. C'est d'ailleurs un principe qu'on trouve dans toute la zone Asie-Pacifique, on trouve aussi en Afrique, mais dans toute la zone Asie-Pacifique, dans toute la zone Pacifique, on trouve les problèmes que l'on trouve, problèmes fonciers en Nouvelle-Calédonie, que je connais bien pour avoir passé 3 mois en Calédonie dans les années 80, à la fin des années 80, sur les problèmes fonciers qu'on trouve aux Fidji, qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, qu'on trouve en Australie, que l'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que l'on trouve au Tonga, au Samoa, etc. Dans tous ces États, on ne peut pas acheter la terre. La terre est un bien, c'est comme une mère nourricière. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que au XXIe siècle, il y a, je pense, on assistera dans les années, les décennies qui viennent, à une remise en cause du modèle occidental dont la mondialisation inévitable est devenue une impasse. C'est-à-dire que le monde occidental est lancé dans une vision du monde qui est une impasse.
C'est pas vrai qu'il n'y a pas qu'au bout, la seule chose pour laquelle vivent les hommes, ça n'est pas de s'enrichir. C'est pas vrai. Le monde de Macron est un monde à vomir. Voilà. On ne peut pas mobiliser les gens, mobiliser les jeunes. On ne peut pas vivre tout simplement si on pense que la seule chose et la seule et unique but de la vie, c'est d'avoir plus d'argent, de devenir milliardaire, comme le disait Macron, et d'avoir du bling-bling, d'avoir des Rolex, d'avoir je ne sais pas combien de voitures, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a autre chose dans la vie. Toutes les grandes religions l'ont dit. Je rappelle, le Christ disait « L'homme ne se nourrit pas que de pain ». Il y a autre chose. Les gens le savent, les gens le sentent. On est dans une impasse civilisationnelle. Il faut aussi qu'on revienne à une plus juste mesure de la vie. Il faut préserver la nature. Il faut respecter la nature comme les aborigènes respectent la nature. Il faut s'émerveiller de l'air du temps, s'émerveiller, protéger les paysages. Il faut arrêter une agriculture complètement délirante, complètement hyper-productive, avec tous les désastres que ça produit en matière sanitaire, en matière de maladies auto-immunes, peut-être provoquées par le déferlement des antibiotiques, des pesticides, etc. Il faut réintroduire une société moins violente, moins agressive socialement. Il faut réintroduire, excusez-moi de le dire, peut-être un petit peu plus d'amour entre nous et entre les citoyens. Sur ce, je vous donne rendez-vous à notre université qui se tient à Azel-Rideau le 18 novembre. On a déjà pratiquement 600 personnes inscrites. Je crois que le dimanche après-midi, où il y aura une visite spéciale du château d'Azel-Rideau, il n'y avait que 300 places. Je crois que c'est quasiment terminé. Donc si les gens qui m'écoutent, précipitez-vous pour vous inscrire, parce que je crois il n'y a plus qu'une quinzaine de places, si j'ai bien compris, qui ont été réservées, enfin qui peuvent être encore réservées. Et je vous dis à toutes et à tous donc de venir à cette université, si vous le souhaitez, de voter pour le congrès qui aura lieu le lendemain. Et puis je conclurai, comme d'habitude, là j'ai conclu cet entretien par le mot d'amour, qui est peu fréquent en politique. Je voudrais le conclure aussi en rappelant que nous avons tous, je pense, au fond du cœur, l'amour pour la République et pour la France. Les 18 et 19 novembre, l'Union populaire républicaine organise son université d'automne à Valère, près de Tours. Au programme, table ronde avec des personnalités en vue, discours du président François Asselineau, grande tombola, mais aussi la tenue du Congrès national. Une surprise vous sera également réservée le dimanche après-midi. Réservez vos places dès maintenant sur le site de l'UPR, upr.fr. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.